Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. France Inter, Ali Badou, question politique. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Ali Badou, bonjour à tous les trois. Heureux de vous retrouver, même si c'est dans des conditions qui sont malheureusement celles du confinement. Merci d'être à l'antenne de France Inter, Olivier Faure, et nous avions envie de vous entendre sur la manière dont vous concevez votre rôle d'opposant au cours de cette crise que nous traversons. Est-ce que aujourd'hui, après avoir entendu le Premier ministre et le ministre de la Santé hier tenir leur conférence de presse, vous êtes davantage enclin à reconnaître que le gouvernement gère bien la crise que nous traversons ? Écoutez, moi j'ai toujours demandé depuis le démarrage de cette crise que nous soyons dans une forme d'unité, de solidarité devrais-je dire, parce que évidemment gérer une crise comme celle-ci, c'est très compliqué, c'est très difficile et il ne s'agit pour personne de se poser en donneur de leçons. Et je ne suis pas virologue, je ne suis pas épidémiologiste et donc je n'ai pas de légitimité plus forte que les décideurs actuels pour décider de ce qui est bon ou pas. Simplement, je suis aussi parlementaire et mon devoir, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Non pas en fonction de ce que je pense exclusivement, mais parce que je suis un relais de ce que les médecins, de ce que les soignants de manière générale, de ce que disent les experts en la matière. Et donc, nous devons être là pour contrôler l'action du gouvernement, relayer ce qui se dit dans la société civile et puis proposer pour maintenant, proposer pour demain, parce que c'est notre responsabilité politique que d'être là aussi, non pas dans une forme de pensée unique qui s'imposerait à tous en période de crise. La démocratie n'est pas en quarantaine, c'est le virus qu'il faut mettre en quarantaine, et donc c'est la raison pour laquelle nous devons continuer à parler, à exprimer et dire parfois aussi ce qui ne marche pas pour que le gouvernement puisse prendre les bonnes décisions. Et vous ne vous en privez pas depuis quelques jours, c'est le moins qu'on puisse dire. Question de Karine Bécard. Oui, mais vous ne répondez pas à la question d'Ali Badou, Olivier Faure. Est-ce qu'il vous a convaincu finalement, cet Édouard Philippe, dans son exercice de clarté et de franchise hier? C'est ma première question. Et puis surtout, il a redit qu'il n'y avait pas eu ce retard à l'allumage, alors que toutes les oppositions à l'Assemblée ne cessent de le rappeler. Donc, est-ce que vous entendez ces explications ou est-ce que vous continuez à penser que la gestion de la crise a démarré trop tard? Olivier Faure. Écoutez, je ne répondrai pas tout à fait à la question que vous me posez. Pardon de vous le dire comme ça, mais moi je ne veux pas. C'est malgré tout le principe de l'interview, Olivier Faure. Oui, je sais bien, mais ce que je veux vous dire là, c'est que il y a des éléments qui sont des éléments qui seront à revisiter plus tard, notamment sur les retards ou pas retards. Et donc je ne veux pas, au moment où nous sommes dans cette crise, affaiblir le gouvernement, donner le sentiment que nous nous livrerions à des polémiques qui sont pour l'instant inutile, et donc il faut se concentrer sur l'essentiel. Pour revenir sur ce qu'il a dit hier et ce qu'il a fait hier, je salue l'exercice de transparence qui est un peu nouveau, parce que la réalité c'est que nous avons eu à 3 reprises rendez-vous avec le Premier ministre et le ministre de la Santé. Dans ces rendez-vous, nous n'avons jamais été informés des stratégies qui étaient posées par le gouvernement, quels étaient les choix qui étaient devant lui, quels étaient les possible voie de sortie de crise, jamais ça n'a été évoqué. Pour tout vous dire, dans la deuxième réunion qui a lieu le jeudi où le président de la République le soir a fermé l'ensemble du système scolaire. Nous n'avons même pas été consultés sur cette possibilité. Il n'a même pas été émis la possibilité de revenir sur le premier tour des élections municipales. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, nous étions tenus en lisière de la décision et on nous a finalement occupé à autre chose. Le lundi suivant, avant que le confinement général ne soit décidé, alors que je le demandais, eh bien, ça n'a même pas été évoqué dans cette réunion. Donc, je souhaite que on soit considérés non pas comme des adversaires, mais comme des partenaires dans cette histoire et de faire en sorte que nous puissions tous chercher quelles sont les bonnes voies pour emmener le pays, parce que la question c'est comment est-ce qu'on fédère un pays sur des objectifs, sur une stratégie pour arriver à vaincre le virus dans des délais qui soient les plus brefs possibles. Solène de Royer. Oui, dans cette crise, le politique s'appuie sur l'expert scientifique pour décider est-ce une bonne chose ou n'est-ce pas une manière de se défausser? Olivier Faure. Bon, il faut
Bien entendu, s'appuyer sur l'expertise, elle est indispensable, mais elle n'est pas tout. Et après, il y a des décisions politiques qui doivent intervenir. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels, aujourd'hui, en fait, quand on sait, par exemple, et c'est tout le problème de la gestion de cette crise, quand on sait qu'on a une pénurie de masques, eh bien, c'est non pas à l'expert de dire, mais c'est aux politiques de dire quels sont les choix qu'il opère, quelles sont les priorités. Eh bien, les priorités doivent aller d'abord vers les soignants, vers ceux qui travaillent dans les EHPAD, vers ceux qui travaillent, et puis ensuite le reste de la population. Donc arriver en fonction des moyens dont on dispose à prioriser un certain nombre de sujets. Et donc c'est évidemment le rôle du politique que de le faire. Et les experts sont là pour éclairer la décision, mais souvent eux-mêmes sont dans une forme d'indécision et ouvrent des pistes, mais ne les tranchent pas. Donc c'est bien le pouvoir politique qui à un moment donné est responsable et qui doit prendre la décision. Et justement, les opposants, est-ce qu'ils doivent aussi faire leur autocritique si l'on pense aux déclarations du 12 mars dernier, au cours desquelles Marine Le Pen, Christian Jacob, vous-même, vous réclamiez que le premier tour des élections municipales soit tenu, que vous ne voyez pas pourquoi il ne pourrait pas être organisé. Est-ce que vous-même, vous en êtes déjà à ce moment où vous revenez sur des propos que vous avez pu prononcer au cours des semaines écoulées ? Alors oui, moi je regrette effectivement que nous ayons tous été aveuglés, parce que je reviens sur cette fameuse réunion. Quand nous avons été interviewés les uns et les autres, c'était au sortir d'une réunion où le ministre de la Santé nous avait expliqué que nous ne manquions ni de masques, ni de tests, ni de lits. Et donc qu'il n'y avait aucune raison de s'affoler. Et le Premier ministre, d'ailleurs avec le ministre de l'Intérieur, ont posé dans la réunion les conditions dans lesquelles se déroulerait le premier tour. Nous n'avions pas d'autres informations. Et donc évidemment, nous avons tous considéré qu'il n'y avait pas de raison particulière de ne pas tenir le premier tour. Mais à la lumière de ce que l'on sait désormais, l'évidence, c'est que nous n'aurions pas dû avoir ce premier tour. Et je regrette évidemment de ne pas avoir cherché à ce moment-là à poser les bonnes questions, à être peut-être plus proactif et de ne pas avoir réussi à aller chercher la décision à un moment où, sans doute, y avait-il moyen de faire bouger le gouvernement. Ça, effectivement, c'est un regret. Karine Bécard. Je voudrais qu'on aborde un sujet dont il a été beaucoup question toute cette semaine dans l'actualité, c'est cette fameuse chloroquine. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, vous, Olivier Faure. Pour l'instant, c'est un médicament qui est assez bizarrement très soutenu, essentiellement par les responsables politiques de la droite. Donc j'aimerais savoir ce qu'en pensent les socialistes. Est-ce que vous êtes prêt, vous, Olivier Faure, à casser quelques codes, à casser quelques protocoles quand la situation sanitaire l'exige, comme c'est le cas aujourd'hui? Écoutez, il n'y a pas de médicament de droite et de gauche. Il y a un médicament qui est la chloroquine, dont pour l'instant les tests qui ont été effectués sont insuffisants pour en prouver la portée. J'entends ce que disent les uns et les autres. Je pense que en la matière, le gouvernement le sujet a mis même le feu au débat public. Oui, c'est vrai. Je trouvais que la position en début de semaine du gouvernement était une position qui était trop rigide. Je trouve que la position qui est désormais exprimée par le ministre de la Santé est une position qui me paraît juste, à savoir que pour les malades qui sont simplement, qui pensent être malades, évidemment pas de traitement de ce type. Pour ceux qui sont qui ont déjà les symptômes, qui sont déjà en difficulté, eh bien là, qu'on puisse leur administrer sous la responsabilité collégiale des médecins qui les suivent, ça me paraît être une formule soutenable. Et je vois bien que en Europe, nous sommes en train de faire des tests à grande échelle pour vérifier l'innocuité à minima et la salubrité, l'intérêt de la chloroquine. Et donc dans quelques jours, nous saurons ce qu'il en est. Bon, voilà, je veux pas me poser moi en médecin que je ne suis pas, et en la matière, je pense qu'il y a des précautions à prendre. Il y a des précédents redoutables, notamment je pense à la lutte contre le sida, où des protocoles ont été effectivement bypassés, contournés pour pouvoir aller plus vite, et ça s'est traduit malheureusement par des drames. Donc là-dessus, je pense que la voie choisie par le gouvernement est une voie sage, et il faut à la fois
ouvrir cette possibilité pour les malades qui sont en difficulté et parce qu'il y a une urgence et une évidence à tout utiliser, y compris ce qui n'est pas encore assuré pour les autres. Oui. Soyons patients, prenons quelques jours. Question de Solène de Royer. Oui, ce professeur Raoult bénéficie du soutien d'une partie de la population qui voit en lui un sauveur méprisé par l'élite. Olivier Faure, voyez-vous une sorte de gilet jaunisation de cette crise? Non, mais je déteste cette expression qui se veut péjorative. D'abord, je ne considère pas de cette façon-là les gilets jaunes, et laisser penser qu'il y aurait d'un seul coup une forme de jacquerie médicale qui s'exprimerait à travers le docteur Raoult me paraît insensé. Il défend une position, il défend ce qu'il croit, et ça est tout à fait utile qu'il y ait des pensées hétérodoxes dans une crise et qu'on n'ait pas une forme de pensée unique. Il est peut-être celui qui apportera la solution. Faisons-lui en crédit, mais pour l'instant nous n'en avons pas la preuve, donc voilà. Mais ne cherchons pas à diviser, y compris le corps médical. Ne cherchons pas. Il y a des gens qui cherchent, il y a des gens qui se battent en ce moment pour qu'on trouve la solution. Eh bien, on verra bien qui a raison, mais tout ce débat sur, où on chercherait à opposer les uns aux autres, etc., me paraît absurde dans un moment où il faut au contraire rassembler, unir ce pays sur des objectifs clairs, simples et qui permettent de s'en tirer ensemble. Karine Bécard. Je voudrais qu'on aborde la question économique et notamment les solutions économiques nombreuses qui sont d'ores et déjà apportées par l'exécutif. Olivier Faure, est-ce que vous croyez à la politique de nationalisation d'Emmanuel Macron et si oui, à quoi est-ce qu'elle pourrait ressembler selon vous ? Alors, je n'ai pas entendu encore parler de nationalisation, donc ça a été évoqué pour quelques grands groupes qui pourraient être menacés, mais ça n'a pas été beaucoup plus loin. Moi, si vous me permettez, avant même de passer à la question économique, il y a d'abord des questions qui se posent aussi en temps de crise. Et je voudrais prendre l'opportunité de cette matinée pour dire quelque chose, par exemple, sur l'école, parce qu'on traite de la question sanitaire, mais il faut aussi traiter des questions qui sont collatérales. Aujourd'hui, il y a des familles qui sont inquiètes pour leur santé, mais qui sont inquiètes aussi pour la façon dont se passe la scolarité de leurs enfants. Et le confinement révèle de formidables inégalités de situation entre les uns et les autres, entre ceux qui peuvent suivre leurs enfants, ceux qui ne le peuvent pas, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ont des ordinateurs et ceux qui n'en ont pas. Bref, on a une situation qui ne peut pas être de dire que c'est l'école à la maison. L'école à la maison, ça n'existe pas. Les parents ne sont pas des enseignants. Enseigner, c'est un métier. Et donc, il faut qu'on prenne complètement en conscience de ce qu'est la situation actuelle et que on puisse à la fois libérer les parents d'une pression extraordinaire. Ils ne peuvent pas être ceux qui enseignent. Il faut consolider les acquis dans la période. Et puis pour la suite, il faudra voir. Il faut commencer à parler avec les parents d'élèves, avec les syndicats, pour voir ce que l'on fera des examens à venir, comment se passera le baccalauréat. Il y a besoin là de sortir de l'ambiguïté et de trouver très vite les moyens de dire les choses, et peut-être qu'il faudra que le baccalauréat se passe dans des conditions très différentes. Peut-être que le contrôle continu devrait être davantage pris en compte, peut-être limité à quelques examens, peut-être même ne pas en avoir du tout, et voir comment sur l'année suivante on récupère ce qui n'a pas été intégré dans l'année actuelle. Voilà, il y a des questions qui se posent aujourd'hui et qu'il faut poser dès maintenant. Mais maintenant, je suis évidemment sur la question économique. À vous écouter justement, avant de passer à la question économique, il faudrait donc repousser l'examen du bac au mois de septembre ? Je ne sais pas s'il faut le repousser parce que ça poserait des questions ensuite sur l'enseignement supérieur. Ça peut poser beaucoup en cascade des questions très compliquées. Moi, je me demande s'il ne faut pas tout simplement dire que cette année, le baccalauréat se joue non pas sur une épreuve finale dont on ne sait pas si elle se tiendra, mais sur tout simplement le contrôle continu pendant l'année avec éventuellement un rattrapage avec des oraux. Il faut dire que c'est le dernier bac ancienne formule. C'est le dernier bac ancienne formule. Donc, il faut peut-être regarder les choses finement. Là encore, il faut du dialogue social. Il faut qu'on ait en fait une discussion qui puisse avoir lieu très vite entre les parents d'élèves, les enseignants, à travers leurs syndicats, évidemment le ministère, pour voir quelle est la bonne solution. Mais le dire vite parce que je sens bien qu'il y a une pression extraordinaire. Je vous donne un exemple même qui revient sur la question sanitaire. Vous avez des parents qui sont tellement angoissés parce qu'ils ne savent pas comment on fait
pour enseigner à des enfants qui sont à la maison et donc qui défient les règles de confinement et qui dans les immeubles font en sorte que les enfants se retrouvent pour travailler ensemble avec les parents qui savent, et ça n'est pas acceptable. Et donc il faut que cette pression-là soit levée pour qu'on puisse avoir des règles de confinement qui soient parfaitement acceptées, adaptées à toutes et tous, et que surtout à la fin de cette période, on n'ait pas de formidables inégalités qui soient nées tout simplement du fait que pourquoi l'école existe, c'est parce que on a des enfants qui ont des conditions sociales notamment qui sont très différentes, ils ont des logements très différents, il y en a qui peuvent s'isoler, d'autres pas, et donc il faut pas qu'à la fin de cette période qu'on sanctionne finalement des conditions d'études qui étaient très différentes d'un enfant à l'autre. Et nous pouvons donc reprendre les questions économiques. Solène de Royer. Oui, Olivier Faure, cette crise ne donne-t-elle pas raison, finalement, des années plus tard, à Arnaud Montebourg, qui, au sein de votre famille politique, qui, au sein du PS, prônait la démondialisation? Alors, il y a bien sûr des sujets sur lesquels Arnaud avait vu des choses de manière assez juste. Et je ne sais pas s'il faut parler de démondialisation, parce que la crise que nous vivons, que nous traversons, la réalité, c'est qu'elle n'est pas liée simplement à la mondialisation. Vous avez eu la grippe espagnole, le choléra, la peste, qui ont traversé les frontières à des époques où il n'y avait pas cette mondialisation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et donc, ça n'est pas le fait de refermer, de replier les nations sur elles-mêmes qui permettra d'éviter la diffusion des virus. Mais l'évidence, c'est que il y a des questions de souveraineté au sens le plus pur du terme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour rester maître de son propre destin. Et quand on voit que nous avons finalement délégué à un pays comme la Chine une part de notre souveraineté sanitaire, et oui, il y a un problème, il y a un sujet, parce que quand il n'y a plus de masques qui arrivent de Chine, il n'y a plus de masques en France. Et ça, c'est une vraie problématique qu'il faut évidemment se poser, et l'après-crise du coronavirus devrait être pensé en fonction de cette dépendance trop forte à l'extérieur, et donc nous devons, notamment à l'échelle européenne, être en mesure de produire, d'avoir des productions vitales, qui en médicaments, qui en masques, en respirateurs, etc. Et donc, évidemment, il faudra tirer toutes les leçons de cette crise. Est-ce que vous demandez la constitution d'une commission d'enquête parlementaire comme l'a fait le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, même s'il faudrait venir après la crise pour enfin faire ce travail d'examen de l'action du gouvernement? Je pense que... C'est ce que proposait Damien Abad la semaine dernière. Oui, j'ai entendu ce qu'il disait et je pense qu'il a raison. Il faudra, non pas pour venir chercher à se venger ou à chercher à faire de la politique politicienne, vraiment, enfin, il faut être au-delà de tout ça. Mais il faudra bien sûr tirer toutes les leçons de cette crise. Et pour en tirer toutes les leçons, comprendre là où les erreurs ont été commises, pourquoi elles ont été commises. Parce qu'il y a eu à l'évidence des erreurs, mais elles n'ont pas été commises complètement. Enfin, il n'y a pas eu d'intention non plus. N'allons pas croire que le gouvernement actuel aurait cherché volontairement à ce que le virus se diffuse plus vite, à ce que etc. Donc il y a des erreurs commises parce qu'on commet tous des erreurs et il faut comprendre pourquoi elles ont été commises. Il faut comprendre quels ont été les processus qui ont conduit à cette pénurie qui fait qu'aujourd'hui on a malheureusement manque de masques, manque de tests, manque de blouses, manque de beaucoup de choses. Et comment est-il possible, y compris que la chaîne logistique soit aussi défaillante? Je vous donne un exemple. Quand j'appelle avant-hier l'hôpital de Melun-Sénart, qui est l'hôpital de référence dans ma circonscription, et que j'appelle le docteur qui s'occupe de la réanimation, le chef de service, eh bien, il me dit, nous avons en fait des masques mais en nombre insuffisant, nous avons des respirateurs mais il manque les filtres dans les respirateurs, nous n'avons plus de blouses en nombre suffisant, donc nous ne pouvons pas adopter des attitudes prophylactiques qui permettent d'isoler les microbes à chaque patient que nous rencontrons, et je pourrais multiplier les exemples qu'il m'a donnés, mais je ne veux affoler personne. Donc simplement, je veux dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas complètement, et il y a un décalage
permanent, hélas, entre les annonces qui sont faites, les commandes, et puis ensuite les arrivées dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les institutions médico-sociales. Et donc on a beaucoup de gens qui sont, de salariés qui sont aujourd'hui en souffrance parce que ils ont peur, et on peut les comprendre. Il faut rendre hommage, ça a été fait souvent et à juste titre, à toutes celles et ceux qui aujourd'hui se battent, qui ne sont pas simplement, enfin il faut pas simplement glorifier comme des héros, ce serait trop facile. Il faut leur donner les moyens de travailler et donc voilà, il faut se poser ces questions-là, et le moment venu, il faudra se poser toutes les questions, y compris celles qui dérangent. Et je vais vous dire quelque chose pour me faire comprendre, y compris aller chercher dans le passé. C'est-à-dire que moi je ne suis pas en train de dire qu'il y a un seul gouvernement qui est responsable. Les décisions, elles sont souvent des décisions qui remontent à 10 ans, 15 ans et qui touchent tous les gouvernements. Et moi, même au quinquennat précédent, en l'occurrence, sous François Hollande, lorsque Marisol Touraine était aux affaires. Il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit, ni ce gouvernement ni le précédent, mais bien sûr qu'il faudra tirer toutes les leçons de la façon dont nous avons géré les choses. Et vous le savez, il y a 1 an et demi, j'ai fait l'inventaire de ce qu'avait été notre propre façon de gouverner. Et donc cette attitude-là, je veux l'avoir jusqu'au bout. Moi, je ne souhaite pas que, au nom de notre, d'intérêts qui seraient des intérêts partisans, on soit dans le déni, qu'on se cache la vérité à nous-mêmes. Oui, il y a depuis longtemps pour l'hôpital public des choses qui ne vont pas, et donc ce gouvernement les a aggravées, mais il n'est pas le seul responsable. Et donc nous devrons tous en tirer les conclusions, et nous devrons tous dire aux soignants qui aujourd'hui sont au front, au combat, et qui se battent pour nous, que oui, nous avons effectivement parfois des excuses à prononcer, dire que nous n'avons pas compris, que nous avons sous-estimé, et que nous n'avons pas entendu les alertes qu'ils prononçaient. Et donc le vrai courage aujourd'hui, c'est de dire que oui, il faut avancer. Et ce que nous avons fait, nous, socialistes, depuis 1 an, c'est que nous avons présenté un plan d'urgence pour l'hôpital parce que nous pensions qu'il y avait nécessité de le faire, et je regrette que nous n'ayons pas été entendus parce que ce serait aujourd'hui utile. Karine Bécard. C'est intéressant parce qu'on entend vraiment effectivement un autre ton de votre part par rapport aux autres oppositions, qui sont beaucoup plus dans l'attaque malgré tout. Vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, vous voulez être un partenaire de crise. Alors il faut penser aussi à l'après-crise, on l'a vaguement abordé, mais Emmanuel Macron propose de bâtir un nouvel État-providence, il propose d'offrir des soins gratuits désormais, de s'appuyer beaucoup plus sur les services publics. Ce qu'Emmanuel Macron a promis, finalement, on imagine que vous n'êtes pas très loin de penser à peu près la même chose que lui. Est-ce que c'est après? Il faut le préparer tous ensemble. Est-ce que vous avez déjà commencé à y travailler? Mais quelle devrait être la méthode? Est-ce que ces réflexions, finalement, il faut qu'elles soient absolument transpartisanes? Et est-ce que vous êtes capables tous de faire ça? Olivier Faure. Écoutez, moi je suis partisan de soutenir à chaque fois qu'une mesure est bonne, je la soutiens. Je ne me pose pas la question de savoir d'où elle vient, mais plutôt à quoi elle sert. Voilà. Donc si le président de la République veut revenir sur finalement ce qu'a été sa politique depuis 3 ans, eh bien je soutiendrai toutes les fois où il dira que, par exemple, sur les inégalités qui se creusent, il faut revenir sur la réforme de l'ISF et la flat tax. Quand il dira que sur l'aide médicale d'État, il ne faut pas 3 mois pour que les gens puissent accéder aux soins, je dirais bravo. Il faut effectivement que ce soit immédiat. S'il veut dire que sur la question de l'assurance chômage, cette réforme de l'assurance chômage risquait de provoquer une tuerie selon les mots de Laurent Berger, eh bien là aussi je dirais bravo, suspendons définitivement cette réforme. S'il dit que sur les régimes spéciaux, eh bien il faut arrêter de stigmatiser ces gens qui sont aujourd'hui les premiers au combat, parce que c'est quand même ça la leçon de cette histoire, c'est que on était il y a 1 mois à stigmatiser tous les gens aujourd'hui dont on dit qu'ils sont des héros. Et donc, eh bien, si on veut abandonner cette réforme des retraites et plutôt faire une réforme de la dépendance pour pouvoir faire en sorte que les gens dans les EHPAD soient bien traités, alors je dirais oui, banco, évidemment. Et donc, oui, nous nous préparons à cette après. Nous faisons en sorte de continuer à écouter à la fois les gens qui ont travaillé sur les sujets, par exemple, prenons l'exemple des EHPAD. Comment est-ce qu'on fait pour que les EHPAD soient désormais des centres de ressources gérontologiques et gériatriques? Pourquoi sont-ils aussi isolés
aujourd'hui dans leur environnement, pourquoi ne peut-on pas en faire au contraire des centres de ressources et les utiliser mieux qu'ils ne le sont aujourd'hui? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas faire vivre aux personnes âgées dépendantes une dernière phase de leur vie dans l'isolement, alors que nous pourrions alterner entre les gens qui sont pensionnaires complets, ceux qui sont simplement qui viennent simplement pour la journée, ceux qui voilà, il y a plein d'idées qui sont dans le domaine public et qu'il faut reprendre maintenant, qu'il faut prioriser et évidemment faire en sorte que demain ne ressemble pas à hier, parce qu'il y a eu une crise qui a révélé trop de dysfonctionnements, qui a révélé trop de carences dans notre système actuel. Et oui, il faut changer de modèle. L'émission se termine, Olivier Faure. Est-ce que vous croyez à l'union sacrée? Est-ce que vous-même, vous vous sentez participer à quelque chose comme une union nationale? Écoutez, je sais pas très bien ce que veut dire l'union sacrée. En fait, 14-18, c'est un peu loin, et nous sommes de guerre contre un virus. Mais alors parlons d'union nationale, le fait d'être unis dans la phase de crise que nous traversons. Moi, je préfère le mot de solidarité. Je suis solidaire pleinement de ceux qui se battent aujourd'hui, et qu'il s'agisse des soignants, qu'il s'agisse y compris des gouvernants. À chaque fois que les décisions seront prises et qu'elles vont dans le bon sens, j'en suis pleinement solidaire. Je veux aussi être un responsable politique, et donc ça veut dire que je m'autorise la possibilité aussi de dire quand les choses ne vont pas complètement, parce que je pense que c'est notre devoir d'alerter, de relayer ce que dit la société civile qui parfois s'inquiète à raison, et donc il faut être à la fois complètement juste avec ce gouvernement, ne pas chercher les polémiques inutiles, mais aussi alerter à chaque fois que c'est utile. Et donc, s'il fallait dire les choses d'un mot, oui, solidaire et en même temps utile aux Françaises et aux Français, utile dans un moment que nous traversons et qui est un moment très difficile. J'en ai bien conscience. Et si vous me permettez encore un mot, je veux juste dire un mot, malheureusement. Un mot simplement à la famille de Patrick Devedjian, que je connaissais et qui était un homme politique très estimable. Et donc j'ai beaucoup de peine ce matin dans son décès. Et ça permet de saluer à travers lui toutes les familles qui aujourd'hui sont dans la peine et qui le sont dans un moment très compliqué, puisqu'on sait aussi quelles sont les restrictions pour accompagner le deuil. Et donc à toutes celles-là, je pense ce matin, et je leur dis que ces temps sont difficiles, mais que nous sommes avec eux. Merci Olivier Faure d'avoir été l'invité de Questions Politiques aujourd'hui. Merci à Mathieu Sarda et Alexandre Gilardi, ainsi qu'aux équipes de Radio France et de France Inter. À suivre le journal.